Je n'ai pas oublié la question de Elijah qui est extrêmement intéressante, qui m'évoque beaucoup de choses, à moi personnellement d'ailleurs. Comment savoir si on est victime de discrimination en tant que femme, car ce n'est pas évident d'évaluer cette situation, et là on est en plein dans le propos de l'ouvrage de Sabine. Alors, effectivement, quand on a une suspicion de discrimination, il est extrêmement important de poser son diagnostic, donc de vérifier que vous êtes effectivement victime de discrimination. Dans la discrimination de genre, vous avez des statistiques à disposition, ce qui n'est pas le cas pour tous les critères, mais d'ores et déjà, vous pouvez regarder les statistiques de progression entre hommes et femmes dans le rapport social de votre entreprise. Maintenant, vous pouvez vous situer dans une entreprise où globalement il y a une relative parité, mais être vous personnellement victime de discrimination en tant que femme. Donc moi par rapport à ça, vraiment je partage avec vous 3 règles d'or. La première, c'est de rester calme, de ne céder ni à la désespérance, ni à la colère, ce qui n'est pas évident du tout. Nous sommes 2 Méditerranéens sur cette table. De collecter toutes les preuves. Alors ça peut être en termes salarial des échanges avec vos collègues qui auraient le même profil que vous sur le même poste, etc. Et puis surtout de ne pas, de garder en tête votre projet professionnel. Cette histoire de discrimination, elle ne doit pas devenir l'affaire de votre vie professionnelle. Donc il faut la traiter, c'est difficile. Vous avez des recours quand vous êtes dans l'entreprise, un petit peu moins quand c'est au recrutement, bien évidemment. Mais surtout, gardez en tête que vous avez des compétences, qu'elles sont le socle de votre légitimité professionnelle, que vous avez un projet. Et puis, comme disait Madame, recherchez le poste le mieux en adéquation avec vos compétences. Donc, ça peut se faire à l'intérieur du poste où vous êtes et où vous pensez que vous êtes discriminé parce que vous aurez eu une parole factuelle en vous étonnant de formation dont vous auriez été écarté ou d'évolution salariale un petit peu en décalage, ou bien ça peut être ailleurs. Mais ce sur quoi Elijah met le doigt, alors là elle parle des femmes, mais ça peut être pour toute autre raison de discrimination, c'est comment arriver à faire le distinguo entre une paranoïa individuelle et une véritable discrimination concrète. Comment arriver à détecter ça? Alors, moi je propose dans le livre un certain nombre d'outils, qui sont des outils de remise à plat de la situation, d'écrire vraiment très très factuellement quels sont les comportements qui vous font penser que vous êtes victime ou cible de discrimination, et puis d'essayer d'avoir un regard croisé sur ce qui vous met mal à l'aise. Alors, de voir objectivement si vos difficultés sont des difficultés personnelles, si vous êtes la seule femme dans cette situation, ou bien s'il y a un sous-jacent autre qui serait par exemple un sous-jacent de compétences ou de comportement. Donc c'est un travail qui est assez difficile, de lucidité sur soi-même et de partage de parole. Justement, on a Jules qui nous demande comment sait-on qu'il y a discrimination, lorsqu'il y a discrimination, quelles sont les preuves? Effectivement. Parce que vous parlez de dossiers, oui. de ramasser un petit peu les signes, Alors, est-ce qu'on peut parler de preuves? Ah oui, je crois qu'il y a des cas où il y a vraiment des preuves. Je veux dire, notamment dans les cas de harcèlement discriminatoire, en termes d'insultes, d'inscriptions insultantes, de mails déplacés, de blagues acides. Bon, là, c'est des débuts de preuves. Et là, quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez des recours. Vous avez des recours d'abord auprès de votre manager, auprès de la DRH dans son ensemble ou du chef du personnel, auprès des représentants sociaux, des délégués syndicaux. Et ça, il faut l'utiliser. Et en dehors de je m'excuse, je continue puisqu'on a eu pas mal de questions sur quels sont justement les recours face aux discriminations. Alors, on a eu des questions avant le chat tout à l'heure. Oui, je crois que le premier recours, c'est le manager. Alors c'est celui qui est le moins souvent utilisé quand on regarde un petit peu les enquêtes, parce qu'en fait les personnes qui se sentent exposées à la discrimination, même lorsque c'est pas le manager, le discriminateur, ont une certaine réticence
à alerter leur manager. Moi, je pense que c'est une voie qu'il faut explorer. Ensuite, à l'intérieur de l'entreprise, il y a la DRH, et notamment si vous êtes jeune embauché, la personne qui vous a recruté peut vous être d'un grand secours. Ensuite, il y a des représentants du personnel, le délégué du personnel, les représentants syndicaux qui ont un droit d'alerte vis-à-vis de l'entreprise. À l'extérieur de l'entreprise, il y a dans une certaine mesure l'inspection du travail, il y a la HALD, dont on va certainement reparler, et puis il y a les voies judiciaires soutenues de préférence par un avocat. La HALD, donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a un site qui s'appelle HALD. Je ne sais plus, FR. Ça se trouve très facilement. Et qui permet donc de porter plainte contre un recruteur. Alors la HALD ne permet pas directement de porter plainte, mais elle permet d'exposer sa situation. Et justement, la HALD, son premier travail, ça va être de vous aider à objectiver la situation. Ensuite, elle a un certain nombre de prérogatives qui vont lui permettre de proposer une médiation, de faire une transaction pénale ou autre. Mais vous êtes là écouté par des spécialistes. Bon, la HALD est une autorité jeune qui a une activité absolument exponentielle, donc on peut tous regretter quelques retards dans l'instruction des plaintes, mais qui entrent dans une majorité. En moyenne 6 mois, disait M. Schweitzer récemment. Oui, encore 6 mois. Ouais.